Salut Malek. Salut Antoine. Bienvenue ici, refuge du Sauterets dans les Vosges. Salut Sylvain. Salut Antoine. Je te présente Malek. Enchanté Sylvain, Voilà. enchanté. Malek. Malek, Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation ici au refuge du Sauterets pour ce canapé trail. Je vais vous demander tour à tour déjà dans un premier temps de vous présenter. Je suis Sylvain Bazin, donc je suis journaliste, journaliste spécialisé en fait dans l'outdoor, dans le voyage, dans la course à pied et le trail running. Et en fait, une bonne partie de mon activité, ça consiste à faire des voyages à pied sur lesquels j'écris, je prends des photos et j'essaie de les partager par ces biais-là, notamment sur internet, par mon blog et puis après ensuite sur d'autres rubriques et d'autres articles dans les magazines auxquels je collabore. Et toi Malek? Moi j'emploierais une image, une métaphore. Je dirais que je suis un guetteur de rêve. Et Sylvain, tu l'es à travers ce que tu me dis, tu vends du rêve à travers tes voyages. Guetteur de rêve, pourquoi? Guetteur de rêve sur le plan professionnel, où je suis un expert en intelligence relationnelle. Et l'enjeu c'est de recréer du lien entre les gens, mais faire en sorte que les rêves fécondent la réalité, parce que les gens, aujourd'hui on vit dans un monde de résignation permanente. Guetteur de rêve par la parole conteuse, parce que le conte est une parole de la tendresse, et ça touche au cœur, et en chacun de nous sommeille un enfant, il faut le faire vibrer. Et guetteur de rêve à travers la pratique de l'ultramarathon, dans les déserts et dans des sites extraordinaires, où là, la nature te rend tout petit, et tu as envie de partager, un peu comme Sylvain, d'une manière également différenciante. On va partir un peu à la découverte de vos deux personnages. Je vais vous laisser aussi la possibilité de boire un petit peu de thé. Super. Voilà, ça va avec le contexte. Et puis je vais commencer avec une question très simple concernant votre statut, parce que c'est un statut finalement qui est assez commun à vous deux. On vous décrit, je pense, régulièrement comme des aventuriers au travers de vos vécus, et je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'autres statuts auxquels vous avez déjà pensé en me regardant, ou avec lesquels on vous a déjà décrit. Est-ce que vous pourriez nous les citer? Alors, il y a baroudeur, moi, que je trouve un peu... c'est pas forcément ce qui me décrit le mieux, mais bon, c'est toujours plutôt gentil de toute façon, donc je l'accepte aussi. Bon, après, il y a évidemment ultra runner, coureur d'ultra fond, ça c'est quand même un grand classique. Voyageur à pied, moi j'aime bien ce terme-là, parce que finalement c'est peut-être ce qui me définit le mieux, en tout cas actuellement. D'accord. Et toi Malek? Un peu comme Sylvain, tu retrouves ces termes d'aventurier très peu. En revanche, on me traite de fou par rapport aux défis qui sont menés. Je trouve que c'est très bien, parce qu'on a besoin de folie par les temps qui courent. Et chez nous, on a un adage berbère. Tu as été dans les terres berbères récemment. Il y a un adage berbère qui dit que la folie est l'introduction d'espérance dans la logique. Donc quand on me traite de fou, au contraire, moi j'accepte ça avec plaisir. De fou ou de nomade. Et ça rejoint un peu ce que dit Sylvain. La notion de nomadie, je trouve que c'est très beau, l'itinérance. Le fait d'être en mouvement, d'être mobile, alors que les gens sont on est de plus en plus sédentaires. Alors qu'on a besoin de mouvement, mais de mobilité entre guillemets rêveuse. Donc le titre de nomade errant, je le prends avec bonheur. Dans la performance, le dépassement de soi, est-ce qu'il n'est pas toujours un peu compliqué finalement de profiter pleinement des décors et de la culture du pays qui vous reçoit? Moi, le mot dépassement, je dis je suis un peu conteur, donc on joue avec les mots. Dépassement, il faut l'écrire en 3 mots. Dépassement, ça rejoint l'idée du nomade. Et tu as raison, quand tu vas, en tout cas en ce qui me concerne, moi, quand je fais de l'ultra-distance, je ne parle pas d'ultra-distance, c'est des courses de 500 000 km dans les déserts, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas dans la performance pure. Moi, je deviens un runneriste, c'est le terme que j'ai créé, c'est une concaténation de mots. Runner plus touriste, ça donne runneriste. Oui, c'est... Et donc, je suis un runneriste dans le sens où mon enjeu, c'est finir. Et réussir, c'est finir. Et les plus beaux sites ne sont qu'un prétexte pour rencontrer des gens. Les plus beaux paysages, ce sont des visages que tu rencontres sur ces sites, parce que c'est des gens extraordinaires, c'est des petites courses de 40 à 50 personnes. Et tu rencontres des gens extraordinaires. Donc l'enjeu, il est là, la rencontre. Et donc je pars avec mon appareil photo, je pars avec ma caméra portative et je fais un maximum. Je me fais un mini-reportage pour pouvoir amener un maximum d'images et de partager avec les gens. La performance, elle est présente quand je m'aligne sur une course, sur une distance très courte. Marathon, classique, ok. Parce que tu dis, bon, il y a encore,
tu l'as évoqué, il y a encore un peu du pied sous il y a encore un peu de pédale sous le pied, hein, il y a encore un peu de force. Mais sinon non, la performance pour la performance, il n'y a aucun intérêt, surtout quand tu vas dans des endroits et dans des sites qui sont d'une beauté fabuleuse. Autant en profiter et apprécier la majesté des lieux et des sites. D'accord. Non, je suis d'accord avec toi, Malek, quand tu dis justement que sur ces courses extraordinaires, bon, la performance elle est toute relative et c'est vrai que l'intérêt aussi c'est de vivre ça en petits groupes. Alors après, moi aussi, ce que j'ai apprécié sur les ultramarathons, notamment sur les courses par étapes et ensuite sur mes voyages en marchant et en courant, c'est aussi que le fait du déplacement à pied, de cet effort et de cette vitesse-là, te font apprécier le paysage d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un rapport en fait entre ton rythme, ton état de forme, ton souffle et le paysage, l'environnement qui t'entoure, qui crée une sensibilité au paysage et une façon de le percevoir qui est forcément différente de celle que tu as quand tu te déplaces en voiture, en avion, etc. Tu as aussi une notion de distance qui est essentielle et que tu ressens beaucoup plus profondément. Et donc il y a un rapport au paysage et également après aux gens que tu vas rencontrer dans ce paysage qui du coup se crée aussi de par le déplacement à pied. D'accord. Et ça c'est quelque chose auquel je suis vraiment très sensible. Ouais. Et le rapport au dossard, il intervient comment là-dedans? Pour moi il est presque vraiment de moins en moins important. D'ailleurs je fais vraiment de moins en moins de courses en fait. J'en garde quelques-unes parce qu'elles m'interpellent ou parce que la démarche de l'organisateur me touche, parce que ça me permet aussi d'aller dans des endroits où j'aurais vraiment beaucoup de mal à aller tout seul. Également pour le partage que tu évoquais avec des petits groupes de coureurs qui sont là pour vivre un moment extraordinaire. Après, la notion de compétition, c'est vrai que là, le mois dernier, typiquement, j'étais sur le trail. J'étais très content de ma performance. Mais après, au sein même du groupe de coureurs, elle est quand même la compétition devient vraiment relative, là, surtout avec des éléments extérieurs très compliqués à gérer et un parcours qui pour le coup se prête complètement à ce que tu disais, c'est-à-dire terminer, c'est l'essentiel. Oui, tout à fait. Je crois que c'est l'essentiel, l'ADN même de l'ultramarathon, fondamentalement. Contrairement à d'autres courses où effectivement on est dans cette logique de performance pure, dans ce culte de la performance à l'image de notre société, où aujourd'hui il faut aller toujours plus vite, plus fort, plus loin, l'ultramarathon au contraire c'est l'occasion de te redécouvrir. Tu cours pas contre les autres, tu cours avec. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, Sylvain, tu as évoqué le rythme. Moi je vois à travers les courses dans les déserts chauds ou dans les déserts polaires, la dernière c'est en Antarctique, c'est un luxe extraordinaire de prendre le temps. Tout va vite aujourd'hui, tout va trop vite. L'ultramarathon, c'est l'occasion où tu te poses, tu es avec toi, tu es à l'écoute de ton corps, tu es à l'écoute de la nature, tu es à l'écoute des autres, et tu te laisses transporter. Et ça, c'est énorme. Après le rapport au dossard que tu as évoqué, tu sais, moi, la seule sensibilité au dossard, c'est le numéro. Parce qu'on est tous des fois en compète. Après, tu sais pas si tu tombes sur un numéro. Tiens, on parlait de numéro fétiche, à un moment donné, d'objet fétiche. Quand Ouais. Voilà, l'être humain est fondamentalement croyant. On peut dire ce qu'on veut, on est toujours attaché à des choses, à des signes invisibles, on ne veut pas le dire, mais il y a toujours quelque chose. Et des fois, tu tombes sur un numéro qui t'interpelle, c'est un bon signe. Oui, ça peut aussi être un moyen de se rassurer. De se rassurer, mais on est d'accord, parce qu'il y a, dans l'ultramarathon, de toute façon, il n'y a aucune certitude. C'est déjà une victoire d'arriver près le jour J. Quand tu es présent sur la ligne de départ, j'estime déjà que c'est énorme. C'est fabuleux parce que tu es là. Parce qu'il y a les 3 mois, les 6 mois, les 1 an d'entraînement que le corps a encaissé, et tu n'es jamais à l'abri d'une blessure. De toute façon, on sait très bien sur une compète, sur une course, à peu près 30% d'inscrits qui sont plus présents sur la ligne de départ parce qu'entre-temps, il y a eu blessure. Donc le fait d'être présent sur la ligne de départ, c'est déjà un moment immense de joie. Et donc le rapport à la compète est complètement annihilé par le fait d'être là. Après, arrive ce qui doit arriver pendant. Parce que là, après, c'est encore d'autres choses. Après, c'est vrai que moi, typiquement, là, sur ce rapport au dossard, c'est vrai aussi qu'en ayant goûté à un peu la liberté d'aller sur des voyages en itinérance, où je décide moi-même du nombre de kilomètres que je vais faire dans la journée, tout en général me prévoyant un plan de marche. C'est vrai qu'une fois que tu as goûté cette liberté-là, c'est difficile de revenir sur des courses où il y a plein de monde. C'est pour ça que
des courses comme le trail et tout, qui sont vraiment des courses pour le coup d'aventure, elles me conviennent encore. Après, c'est vrai que j'ai du mal maintenant à faire des gros ultras avec plein de monde. Je me vois de plus en plus difficilement au départ de l'UTMB. C'est clair. Ok. Bon, une fois que vous rentrez de ce genre d'aventure, vous avez forcément des images et plein de choses dans la tête, surtout à raconter. Aujourd'hui, en parallèle de vos performances sportives, vous êtes tous les deux auteurs de livres dans lesquels vous racontez vos périples. Est-ce une façon, finalement, de continuer à faire vivre vos aventures vécues au travers de l'imaginaire de vos lecteurs ? Ouais, je pense. En tout cas, c'est une façon de le partager, de le raconter. Voilà, tu dans le conte, effectivement, on est pas mal là-dedans. Pour moi, après, c'est aussi un peu la continuité de mon mode de communication qui se fait d'abord quasi en direct pendant mes voyages, même pendant mes courses. Donc là, vraiment par le biais d'internet, typiquement du blog, des réseaux sociaux. Et là, sur le livre, c'est un petit peu plus posé évidemment, mais je pense que c'est une bonne... c'est un média qui m'a toujours plu. Bon, moi, dans une autre vie, je travaillais dans les bibliothèques. Et puis c'est vraiment toujours quelque chose que j'ai voulu faire, écrire. Écrire, c'est aussi mon métier aujourd'hui, donc j'ai toujours un rapport au livre qui est donc forcément quand mon premier livre, donc Pèlerin Express, est sorti, c'était quand même peut-être pas totalement un accomplissement, mais enfin quelque chose d'important. En plus, c'était un livre illustré, ça j'y tenais particulièrement, donc je l'ai fait avec Mathieu Fourrichon, et ça c'était un bel accomplissement. Et bon, j'espère vraiment pouvoir non pas en écrire, parce que c'est finalement presque pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais en publier d'autres, à savoir donc trouver un éditeur ou l'éditer moi-même. Ça, j'ai pas encore totalement. Et pour toi, Malek, il y a un récit de ton périple Oui, mais antarctique. contrairement à Sylvain, moi je suis un conteur, je suis dans l'oralité. Je suis plutôt dans la tradition orale. Et donc forcément, quand tu es dans la tradition orale, tu touches beaucoup moins de monde. Tu touches le cercle des gens que tu connais, tes proches, et après moi, dans le cadre de mes activités professionnelles en conférence, je peux toucher un certain nombre, une certaine audience. Là, par exemple, pour la dernière aventure antarctique, là, pour le cercle polaire, on est venu me chercher. J'avais pas prévu d'écrire. D'habitude, j'écris pas. Je suis plutôt dans l'oralité. Et je crois, parce que l'oralité, moi je garde toujours en mémoire les propos. Je suis en train de relire une biographie de Saint François d'Assise. Oui. On devrait redécouvrir ce monsieur qui était un nomade marche. Un vrai nomade, c'est un marcheur, Saint François d'Assise. Toi, tu me fais penser avec ta barbe à Saint François d'Assise. C'est un marcheur, c'est un vrai marcheur. Les chemins de Saint François d'Assise. Attends, voilà, il a fait que ça. Mais quand il cheminait, ce gars-là, il développait en même temps une réflexion, parce que moi aujourd'hui, j'estime que quand tu cours, quand les pieds dansent, la tête pense. Ou quand les pieds pensent, la tête danse. Tout ce que tu veux, on peut jouer sur tous les mots. Et Saint François d'Assise a une règle radieuse, lumineuse, quand il fustigeait les puissants à l'époque. Il leur disait... on devrait apprendre aujourd'hui plus à parler avec le cœur qu'avec la bouche, parce qu'on a beau dire le cœur parle au cœur et la bouche ne parle qu'aux oreilles. La parole conteuse, c'est ça. Le livre, tu peux toucher au cœur, mais c'est différent de traduire des émotions que tu as vécues par écrit. C'est un sacré pari, c'est un sacré accouchement. Et quand on m'a demandé d'écrire sur l'aventure antarctique, donc du rêve au dépassement de soi, c'est le titre était une fois en Antarctique, au départ, moi j'ai refusé. Comment voulez-vous que j'écrive une explosion de joie, une aventure humaine, et au départ c'était plus ou moins personnel, il n'y avait pas cette dimension de partage. On m'a dit, mais Malek, au contraire, l'enjeu c'est que chacun puisse découvrir son Antarctique. C'est la responsable d'édition qui a dit, Malek, en t'écoutant, elle m'avait entendu à la radio, j'ai l'impression que chacun est capable de découvrir son Antarctique. J'avais trouvé son expression très jolie. Oui, c'est un peu à chacun son Everest. Voilà, à chacun son Everest, à chacun son trek, à chacun son chemin de Compostelle. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, parce que tu touches plus de monde. Écrire, c'est faire le lien entre la mémoire, parce que tu revisites ton histoire d'une manière différente, avec du recul, beaucoup plus posé, et en même temps il y a un lien avec une promesse, parce que tu engages les gens sur d'autres avenirs, vers des possibilités, vers des champs des possibles. Et c'est un très très bel exercice. En tout cas, j'y ai pris goût, et on m'a déjà proposé d'autres écrits à ce niveau-là. Peut-être on aura l'occasion de réfléchir là-dessus. Oui, avec plaisir. En rapport un petit peu avec l'écriture, depuis le début de cette interview, il y a pas mal de paraboles qui sont faites, des citations de philosophes qui interviennent. Et justement, moi j'en ai une petite pour vous. C'est une citation de Gustave Thibon. Oui, psychologue. Voilà, qui disait que l'âme, à la différence du corps, se nourrit à sa faim.
Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand on vit avec l'âme d'un ultra-runner, ne faut-il pas être trop gourmand, de peur que cette dernière n'ait plus faim? Ah, moi je pense que c'est toujours le problème un peu de l'hubris, quoi. Hein, la problématique de la démesure, de se sentir un dieu quand on n'est qu'un homme, etc. C'est vrai que je pense que c'est une problématique des ultra-runners et globalement des sportifs. Hein, c'est un peu même l'idée justement du sport de haut niveau, même du sportif qui va se doper. Et dire, est-ce qu'il faut se résigner à n'être que ce que nous sommes ou aller au-delà? Et bon, l'ultra-running, les grandes distances, tout ça, nous permettent sans doute de nous surpasser, de nous transcender, je pense. Après, peut-être il y a forcément des limites physiques, ça, on essaie toujours de les chercher, mais elles sont quand même... Elles sont là, chacun a les siennes, mais il y en a forcément. Et puis il peut y avoir aussi une limite psychologique, mais moi je pense, en termes de limite psychologique, c'est le fait de faire évoluer sa pratique qui permet aussi de les repousser et puis de continuer toujours, mais un petit peu différemment. Moi typiquement j'ai commencé plutôt par de la course à pied assez classique. Puis je suis allé vers le trail, puis maintenant je fais toujours du trail mais d'une autre façon et je pense que ça c'est des choses qui peuvent du coup apporter une motivation qui s'enrichit et qui rebondit. Après... Non, je te rejoins sur ce que tu évoques, Sylvain, et ce que tu dis. Antoine, c'est intéressant que tu évoques Gustave Thibon, parce que je suis en train de travailler sur ses écrits. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous. Maintenant, j'ai beaucoup aimé quand tu parles du bris, tu as raison. La démesure, l'excès, le trop est dangereux. Moi, je dis souvent qu'en tout cas, l'ultra-distance te permet non pas de dépasser tes limites, parce que si tu dépasses tes limites, tu es en danger. Et donc tu perds de la lucidité. Moi, l'enjeu, c'est pas de dépasser les limites, tu les découvres, ça d'accord, ce qui est différent, découvrir ses limites, mais à chaque fois, il y a une vigilance permanente et constante, ne jamais aller au-delà de ce que le corps est capable de faire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, tu es toujours limité par ton corps, et donc il faut respecter ce corps-là. Et le mental est un grand menteur, parce que le mental peut te faire tout ce que tu veux, aller au-delà du possible, au risque de conduire le corps sur des terrains extrêmement dangereux. Donc l'ultra-distance, c'est une grande chance qui te permet d'être à chaque fois, non pas dans l'excès, mais dans la mesure, et pas être dans la deux-mesure. Et de trouver le juste chemin et de cultiver, en fait, quand tu cultives l'humilité. Parce que tu as beau dire, t'as beau avoir plein d'expériences, t'as beau avoir, toi Sylvain, une multitude de courses ou de marches à ton actif, quand tu démarres une course, t'es jamais à l'abri. Non, complètement. T'es jamais à l'abri de la fatigue, tout simplement, de pas envie aussi. Pas envie, bien sûr, il y a le pas envie. Tu sais, dans l'ultra-distance, ce qui est bien, c'est que tu es confronté toujours à 3 types de peurs. Et on n'a pas parlé de la peur, mais moi, quand je m'engage sur une course, la peur est là, elle est tout le temps là, entre la peur et le courage. Tiens, je vais revenir à un adage touareg, c'est mes origines berbères, et je raisonne par aphorisme. Mais on dit qu'entre la peur et le courage, il y a un rendez-vous secret, tout le temps. La frontière est tenue. Mais dans la course, dans l'ultra-distance, tu sais, il y a 3 grandes blessures. La première blessure, c'est la blessure physique. Tu as beau être prêt, mentalement, tu as tout fait, mais tu n'es pas à l'abri. Parce que le corps, c'est une mécanique, c'est la plus belle mécanique qu'on n'a jamais créée. Aujourd'hui, on peut créer toutes les nouvelles technologies, les iPhones, tout ce que tu veux. Ça ne vaut pas le corps. C'est la plus belle mécanique encore aujourd'hui qu'on ait jamais faite. Et on le voit très bien, être capable de faire 1000 km, de parcourir des distances extraordinaires, c'est pas fait pour le corps humain, mais c'est possible. Mais la blessure physique est toujours là. La deuxième blessure, tu viens de le dire, le pas envie, c'est la blessure mentale. À un moment donné, tu peux être physiquement bien, mais le mental lâche. Alors, dans l'ultra-distance, je sais que chez nous, les anglo-saxons, quand j'étais au pôle Nord, c'est avec eux, au pôle Sud, c'est avec eux que j'ai appris le terme d'ego depletion. C'est le terme qu'ils emploient. L'ego depletion est à l'ultra-runner, ce que le burn-out est au salarié, si je veux faire l'image. L'effondrement du moi. Tu n'en peux plus. Ça t'arrive de te dire des fois, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Pourquoi je me suis engagé là? À quoi? Et la question qui se pose, c'est à quoi ça sert? On se pose cette question. Et la troisième blessure, c'est quand tu fais après des... Alors quand tu cours dans le désert, la blessure technique est moins présente. Parce qu'en termes d'équipement, mais je pars dans les courses dans les grands froids à moins 40, à la blessure technique, c'est le vestimentaire. Est-ce que ton équipement est adapté ou pas? Et là, tu dépends
Ouais, bien sûr. Là, ça ne dépend pas de toi ensuite, c'est ta préparation, mais c'est autre chose. Mais la mesure, la justesse de l'engagement est importante. Ok. Dans Emotion Trail, on a voulu donner un petit peu la parole aux gens qui nous suivent. Et un internaute nous a écrit et avait une petite question à vous poser. Je vous laisse la découvrir et je vous laisse D'accord. en faire bon usage. Bon, je vais la lire et Voilà. je vais te laisser réagir, Sylvain. Alors, Qui a dit l'ultra, c'est la vie en condensé. Il n'existe finalement pas de limite si ce n'est celle que l'on se donne. Pourquoi? j'ai déjà lu, mais j'avoue que je me rappelle pas de qui l'a dit. Qui l'a dit en premier. Donc Malek, ça, peut-être. Il y a des mots qui te... Oui, il y a des mots qui parlent, forcément. La vie en condensé, la notion de limite, on l'a un peu évoquée. Après, moi, je me méfie un petit peu quand même de ce type de phrase, notamment de la... Bon, l'ultra, c'est la vie en condensé. Ça, je suis assez d'accord. Effectivement, on vit tellement de... On passe par tellement d'émotions, tellement de moments, tellement d'états d'humeur, d'états d'esprit différents dans un ultra que ça, effectivement, je suis assez d'accord. Après, sur la deuxième, je me méfie un peu de ces phrases, un peu de la motivation à l'anglo-saxonne. Il y a nos limites, tout est possible, les seules limites c'est dans la tête. Moi pour le coup j'ai été vraiment confronté à mes limites, très au-delà d'ailleurs de celles qu'on peut rencontrer dans une course. Bon, quand je me suis cassé les deux bras dans un endroit très paumé en Himalaya, j'ai quand même marché 4 jours avec les bras cassés, dans un lieu très dangereux, dans un état très mauvais parce que j'étais aussi blessé à la tête, aux jambes, aux mains. Là, j'ai vraiment touché des limites que même en course, j'ai jamais touché. C'est-à-dire des limites où tu es vraiment quand même très proche de la mort, tu sais qu'elle est là, etc. Et donc, les limites, elles existent vraiment. C'est pas uniquement celles qu'on se donne. Tu vois, bon, là, j'ai bien compris que en allant en tentant de traverser tout seul l'Himalaya, je m'étais lancé dans un truc trop gros pour moi. Alors, ça aurait pu mieux se passer, mais c'était quand même une prise de risque qui était... consciente ou pas, voilà, mais enfin qui était trop importante. Et je pense que c'est pour ça que je me méfie un petit peu de ce genre de phrase, tout en étant pas quelqu'un qui se fixe tant de limites que ça d'ailleurs, je pense, mais j'ai un petit peu, je prends ça avec des pincettes. Pour toi, Malek ? Ben, ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment sur la notion de limite, sur les peurs, cette capacité à ne pas être dans la démesure. En revanche, quand on dit que c'est la vie en condensé, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est plutôt un bout de vie, un chemin de vie. C'est pas la vie en condensé, c'est pas vrai. Parce que quand tu fais un ultra, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Après, c'est fini. Tu as le temps de la récup, tout ce que tu veux. Oui, la vie, le quotidien. Pour moi, les plus grands ultramarathoniens, à votre avis, c'est qui aujourd'hui? Les plus grands ultramarathoniens. Il y en a plein. En France, il y en a au moins, on va dire, il y a 28 millions d'actifs. Eh bien, il y en a 28 millions. Facile. C'est les gens ordinaires. Vivre. Et les plus grands ultramarathoniens, je dirais même, ce sont les parents. Avoir un enfant, c'est pas le plus grand ultramarathon. Parce que là, avoir un enfant, éduquer un enfant, tu sais quand ça démarre, mais tu sais pas quand ça se termine. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage. On va vous laisser vaquer à vos rêves. Merci Ça Antoine. fait plaisir. Merci beaucoup. Plaisir.